Eh bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être là pour cette conférence qui va être forcément très spéciale. Ça ne peut pas être une conférence comme toutes les autres car vous avez affaire à un duo infernal, hein, on peut les appeler comme ça, qui nous ont posé un cas de conscience. On a été très malheureux parce qu'on n'a pas dans nos statuts la possibilité d'élire un couple. Pas facile. On aurait voulu, mais ce n'était pas possible dans les statuts. On s'est dit donc on va en élire un membre et l'autre correspondant, puis ça reviendra exactement au même. Alors, étant donné qu'on manquait de dames, donc Anne est devenue académicienne, son mari correspondant, mais enfin franchement, c'est exactement la même chose. Ils sont tous les deux immortels et dans notre cœur, et ils sont tous les deux très spéciaux, autant vous le dire. Donc, je me réjouis à l'avance de l'introspection qu'ils ont dû faire sur ce fauteuil. Hein. Elle va faire ça toute seule? Oh, dis donc, tu t'es fait avoir alors. Ah ouais. C'est ça, c'est toi qui t'es fait avoir. Voilà. J'en profite tout de même pour vous dire que, actuellement, et il y a une élection dans une dizaine de jours qui peut encore changer la donne, mais actuellement, depuis que j'ai été élu secrétaire perpétuel, on en est à 27 élections, 14 hommes, 13 femmes. Il n'y en avait que 4 quand je suis arrivé. Et il n'est pas impossible que les mecs soient battus à l'issue de la prochaine élection. Donc tout va bien. Alors, voilà. Donc l'idée, vous savez, c'est aussi quelque part, au forcing, je voulais un peu, pour dire la vérité, forcer mes consoeurs et confrères à aller chercher, regarder dans leur fauteuil qui était avant eux. Souvent, ça leur fait faire des découvertes des artistes qu'ils ne connaissaient pas. Ils en sortent extrêmement réjouis. Et aussi, quelque part, ça met un poids quand même, parce qu'on se rend compte qu'avant, il y avait des sacrés personnages. Et puis, vous dire également que le 8 décembre, ce sera Hervé Di Rosa qui va vous parler de son siège avec son accent, et ce sera tout le midi qui sera là, et ce sera formidable. Ma chère, c'est à toi. Merci Laurent de cette introduction toujours généreuse de ta part et pleine d'humour comme d'habitude. Et je vais regagner ma place. Rassurez-vous, Patrick me rejoindra au moment où nous parlerons de nous-mêmes, ce qui arrivera en fin de séance si vous avez la patience d'attendre jusque-là, parce que je n'ai aucune notion du temps et peut-être que vous allez vous endormir. Donc, c'est un cycle de conférences sur nos prédécesseurs sur les fauteuils des académiciens. Et moi, j'ignorais totalement, évidemment, qui m'avait précédé, et je n'avais pas une grande curiosité pour chercher. Et grâce à ce cycle, je me suis penchée, avec l'aide de Maxime Bugeaud, qui m'a beaucoup aidé dans cette entreprise, sur les archives et sur ce qu'on peut trouver sur tous les membres de l'Académie qui ont sculpteurs du fauteuil numéro 6. Ça a été pour moi l'occasion de rencontrer et d'admirer l'extraordinaire maîtrise de mes prédécesseurs. Quand on appelait les gens maîtres autrefois, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'ils avaient une maîtrise à la fois des matériaux, du regard, du dessin, de l'anatomie. Je parle pour les sculpteurs aujourd'hui, je ne parle pas pour tous les arts. Et c'était des critères déterminants pour le choix des artistes de toute cette période jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, les critères sont un peu différents, mais il n'en reste pas le moins qu'on espère avoir une grande exigence aussi dans notre travail. Je ne serai pas très objective dans la présentation, parce qu'il y a des gens sur qui d'abord j'ai trouvé
pas mal de choses et d'autres pas grand-chose. Et puis en plus, il y en a que je préfère à d'autres, et je n'ai pas peur de le dire. Et il y en a surtout un qui est mon grand favori et sur lequel je m'attarderai plus longtemps. Mais commençons cette exploration. Alors, Jean-Guillaume Moite a été élu le 12 décembre 1795. C'était le fils d'un peintre et graveur, Pierre-Étienne Moite, époux d'Adélaïde Marie-Anne Moite, dessinatrice. Déjà, il avait un bon terrain. Bon. C'était l'élève de Jean-Baptiste Pigalle, ce qui est pas mal, et de Jean-Baptiste Lemoine. Il a été lauréat du Grand Prix de sculpture en 1768, avec David portant la tête de Goliath en triomphe. Études à l'Académie de France à Rome, interrompues pour raison de santé. Il y copie de nombreux modèles antiques, notamment des bas-reliefs de la colonne Trajane. Il travaille pour un orfèvre du roi Henri-Auguste, une orfèvre du roi Henri-Auguste, fournissant de nombreux dessins pour ses objets précieux. Il a eu plusieurs commandes publiques, comme la statue des généraux morts au combat, des décors du fronton du Panthéon pendant la Révolution, la patrie couronnant les vertus civiles et héroïques, œuvres détruites, évidemment, à la Restauration, parce que bon, tout a changé plusieurs fois. Et les décors sculptés extérieurs de l'hôtel Salm, le palais de la Légion d'honneur à Paris. Il a été professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris à partir de 1809. Il a été élu chevalier de la Légion d'honneur et membre de l'Institut de France. Alors, Moite a écourté son séjour à Rome pour raison de santé, mais il en a rapporté une profonde fascination pour l'Antiquité qui transparaît dans ses œuvres et citations artistiques. Il a joué un rôle clé dans la transmission du goût néoclassique en France, tant par ses œuvres que par son enseignement et ses dessins pour l'Orfèvrerie royale. Ses œuvres sont conservées au Louvre, au musée Carnavalet, au musée Magnien, au Metropolitan Museum of Art, au musée d'art classique de Mougins, au château de Versailles, au palais de la Légion d'honneur. C'est pas mal. Alors, passons à ses œuvres. Vous voyez ici un dessin, le triomphe de Voltaire, et on voit la dextérité et l'habileté de la main de cet artiste. Là, c'est une gravure. Orphée aux enfers. Alors évidemment, tous les sujets mythiques et antiques étaient privilégiés à cette époque. Il travaillait, il faut remarquer aussi que les académiciens savaient travailler tous les matériaux. Là, il s'agit de terre cuite, et c'est une petite chose qui n'est pas, enfin, fait une trentaine de centimètres de haut, mais avec une habileté exécutive dans la précision incroyable. Ça, c'est du marbre. Non, c'est un plâtre. J'arrive pas à voir. C'est une terre cuite aussi, une terre cuite patinée. Vous voyez, il était inspiré évidemment par les idées neuves. Donc, c'était, si je ne me trompe pas, c'était Rousseau. Hein. C'était oui, c'est ça. Rousseau. Là, c'est le portrait d'un général, comme beaucoup d'hommes illustres. Ils étaient chargés souvent de faire les portraits des hommes illustres. Là, c'est un portrait d'un religieux. Et là, c'est Numa. Alors, Numa et Moïse, qui étaient deux législateurs, puisque Numa était le deuxième roi de Rome, et que c'est lui qui a donné, ses premières lois à la République, à la royauté de Rome. Et Moïse, chacun sait que c'est lui qui a donné les lois bibliques, qui a reçu les lois bibliques. Alors le suivant s'appelle Félix Lecomte. Il est élu le 16 juin 1810. Il est né à Paris le 16 janvier 1737. Très tôt, il entra dans l'atelier du sculpteur Étienne Maurice Falconet. Là aussi, ce n'était pas n'importe qui. Une querelle avec son maître peut être due à des divergences esthétiques,
lui valut d'être exclu de l'école de l'Académie pendant plusieurs mois. Il devait avoir un sale caractère. Félix Lecomte rejoignit alors l'atelier de Louis-Claude Vassé. Au concours du Grand Prix de l'Académie royale de peinture et sculpture, il obtint le premier prix de sculpture en 1758. Sa formation se poursuivit à l'École royale des élèves protégés, alors dirigée par le peintre Karl Van Loo. En 1761, il part pour Rome, où l'attendaient les enseignements de l'Académie de France et des sculptures antiques. Dès son retour à Paris, en 1766, et avant même son agrément à la réception à l'Académie, il reçut des commandes de la part de particuliers, comme le duc de La Rochefoucauld, qui le charge de reliefs pour son château de La Roche-Guyon. Une étroite collaboration avec l'architecte Claude-Nicolas Ledoux commença à partir de 1767. Là, c'est formidable, c'est extraordinaire de travailler avec un architecte comme ça. Et essentiellement en l'exécution de bas-reliefs mythologiques ou allégoriques. Des commandes religieuses vinrent également compléter ce corpus. Lecomte participa notamment à la construction du jubé de la cathédrale de Rouen. En 1771, il est reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture avec le groupe d'Œdipe et Forbas. Vous savez que Forbas était ce berger qui avait sauvéŒdipe accroché à un arbre par son père qui voulait l'abandonner parce qu'on lui avait prédit que son fils le tuerait. Voilà,Œdipe et Forbas. La direction des bâtiments du roi le sollicita pour 4 des 6 statues monumentales destinées à couronner la façade principale de l'hôtel de la Monnaie, voisine, la justice, la paix, la force et le commerce. Ces sculptures ont disparu. Mais là déjà, on voit qu'un des thèmes favoris de ces académiciens était les vertus et les vices. On le retrouvera chez beaucoup d'entre eux. L'arrivée du nouveau directeur des bâtiments du roi, le comte d'Angivillers, ne mirent pas fin aux commandes officielles. Au contraire, notre sculpteur bénéficia de l'ambitieuse commande des statues des grands hommes de France. Alors maintenant, on va regarder ses œuvres. Alors ça, c'est un esclave accablé de douleur. C'est du marbre, d'une perfection là aussi d'exécution assez remarquable. Là aussi, c'estŒdipe et Forbas. On voit le petitŒdipe accroché à la branche là-haut. Là, il s'agit du mausolée de Stanislas Leszczynski. Il y a énormément aussi de monuments funéraires. Ça fait partie des commandes les plus courantes des académiciens de l'époque. Énormément de commandes funéraires à la gloire d'hommes célèbres du temps ou en mémoire de combattants morts pour la patrie. Donc ça, c'est Leszczynski. Et oui, il a travaillé aussi avec l'Église et notamment il a fait des bas-reliefs sur les sacrements religieux. Il s'agit ici de 7 sacrements. Vous arrivez à lire, moi j'y arrive pas. Confirmation, voilà. Dans les personnages célèbres, on reconnaît là Montesquieu, c'est un buste extrêmement célèbre. Et là, évidemment, la prudence et la justice, des vertus, des belles vertus, très bien campées et bien solides. Voilà. Et puis, Marie-Antoinette, évidemment. Ça aussi, c'est un portrait de Marie-Antoinette qui est extrêmement connu et extrêmement célèbre. Et ça, il s'agit de Charles Rollin, qui était un historien de l'Antiquité de cette époque. Nous arrivons au suivant, qui s'appelle Jean-Baptiste Stouff, qui est né à Paris en 1742 et mort à Charenton-le-Pont en 1826. Élève de Guillaume Coustou,
Jean-Baptiste Stouff se rend à l'Académie de France à Rome en 1770, bien qu'il n'ait obtenu l'année précédente que le second prix de sculpture, qui normalement ne lui donnait pas la résidence. Mais il autofinance son séjour. Après un séjour de 8 années, il est agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture et devient académicien l'année suivante en présentant son Abel expirant pour morceau de réception. En 1786, il reçoit du comte d'Angivillers la commande de Saint-Vincent de Paul pour compléter la série de statues des hommes illustres du Palais du Louvre. Le 8 septembre 1810, il est nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Stouff participe au salon jusqu'en 1819. L'œuvre de Stouff oscille entre la tradition aimable héritée du XVIIIe siècle et l'annonce du lyrisme romantique tel que pourra le concevoir David d'Angers. Oui, parce que là, on va apparaître des sentiments aussi, ce qui est un des signes du romantisme. Sa fille Cornélie épousera le peintre Auguste Couder. Il est aussi le père du sculpteur Abel Vincent Michel Stouff. Les œuvres de Jean-Baptiste Stouff font partie de grandes collections publiques en France, entre autres, au Musée du Louvre, au Musée des Arts décoratifs, au Château de Versailles, au Musée des Beaux-Arts de Lyon et aux États-Unis, au Getty Museum de Los Angeles et au Metropolitan Museum of Art de New York. On va regarder ses œuvres. Alors ça, c'est Abel expirant. Vous voyez l'expression de la douleur, du tragique, mais ceci quand même dans un marbre très blanc et très soigneusement travaillé, pas de violence. Là, c'est une terre cuite, une effigie de jeune fille qui est très expressive, mais là aussi, on sent l'expression d'un sentiment. Ce n'est pas seulement un portrait figé et froid. Donc, les prémices du romantisme. Là, c'est une œuvre qui me fait un peu rire, je dois dire, parce qu'il s'agit d'une femme effrayée par la foudre. Et, enfin bon, elle est à côté d'un arbre. Alors, il est bien connu que quand on a peur de la foudre, on ne se met pas à côté des arbres, on s'en éloigne. Mais aussi, je trouve que cette position est un peu maniérée, disons. Là, il s'agit d'un portrait de Montaigne qui me plaît beaucoup davantage parce qu'il est beaucoup plus simple et plus naturel et qu'il est tout aussi bien sculpté, surtout les plis que vous remarquerez comme ces plis sont absolument parfaits. Et puis nous avons le portrait d'Antoine de Lavoisier, que ça aussi c'est un des hommes célèbres dont les portraits sont extrêmement connus. Et un compositeur, notre secrétaire perpétuel, qui est aussi un très beau portrait en pied, assez simple, assez rigoureux. Et nous arrivons à Pierre-David d'Angers. Alors évidemment, David d'Angers est beaucoup plus connu, et très connu, pour diverses raisons. Pierre-David d'Angers est né à Angers, comme le dit son nom, le 12 mars 1788. Il est le fils d'un modeste sculpteur sur bois, Pierre-Louis David, qui exerçait dans sa ville natale la profession de sculpteur ornemaniste, et de Marie-Françoise Lemasson. David commence ses études artistiques sous la direction de Jean-Jacques Delus, professeur à l'École centrale d'Angers. Plus tard, son père s'oppose à la résolution de son fils de se rendre à Paris pour accomplir sa vocation de sculpteur et refuse de financer son départ. Après une tentative ratée de suicide, son père le laisse partir pour Paris avec 45 francs, ce qui ne devait pas être grand-chose, collectés par sa mère et ses sœurs, et 50 francs que lui prête son maître Delus. À Paris, il était gonflé quand même, David d'Angers, il faut le faire ça. À Paris, en 1808, David sculpte des ornements à l'Arc de Triomphe du Carrousel sous la direction de Beignet, puis il travaille sur une frise du Palais du Louvre. En 1809, il obtient une médaille à l'Académie et il est remarqué
par son homonyme, le peintre Jacques-Louis David. Il a quand même beaucoup de chance, hein, qui le prend sous son aile et le fait travailler dans son atelier. Il suit aussi l'enseigne des sculpteurs Auguste Pajou et Philippe Laurent Roland. Ses ouvrages, exposés un peu plus tard au concours d'essai, lui permettent de bénéficier d'une pension de 600 francs votée par la ville d'Angers. À ce moment-là, on reconnaissait ces artistes dans les villes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je le dis sans aménité, sans amertume, mais je le confirme. Alors, les premiers succès. En 1810, il remporte le second prix de sculpture et en 1811, le Grand Prix de Rome avec le bas-relief Mort d'Épaminondas. C'était un général thébain qui se battait contre les Spartes. Il part comme postnote de l'Académie de France à Rome. L'ouvrage couronné est envoyé par l'artiste au musée de sa ville natale, comme l'a été celui de ce second prix. En Italie, l'art antique, Michel-Ange et Raphaël sont ses sources d'inspiration durant ses voyages et au cours de ses études. Après son séjour à Rome, David traverse la France pour se rendre à Londres, où il rencontre l'artiste Flaxman et travaille au monument de Wellington. David revient à Paris en 1818. Le pouvoir royal, oui, entre-temps, la République a fait place à la royauté. Le pouvoir royal lui confie l'exécution de la statue du Grand Condé qui figure dans la cour d'honneur du château de Versailles. En 1825, sa réputation établie, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. En 1826, il est élu membre de l'Institut de France et nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris en remplacement de Jean-Baptiste Stouff. Il produit une quantité de monuments, tombeaux, statues, bustes et bas-reliefs, dont le célèbre fronton du Panthéon de Paris en 1837. Ça, évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde de faire le fronton du Panthéon. Dans les années 1830, il sculpte une importante série de portraits en médaillon de personnalités contemporaines dans laquelle il applique les principes de la phrénologie à un niveau esthétique. Ça, c'est très intéressant. Ami du poète Aloysius Bertrand, il fait éditer à titre posthume son recueil de poèmes Gaspard de la Nuit en 1842, ce qui prouve que c'était un homme généreux. En 1848, il est élu représentant du peuple par le département de Maine-et-Loire. Il rentre à l'Assemblée constituante, donc retour de la République, puis à l'Assemblée législative où il siège avec la montagne. Enfin, il savait bien naviguer quand même, hein. En 1852, après le coup d'État de Napoléon III, il doit quitter la France et s'exiler en Grèce. Sa santé déclinant, il rentre en France où il meurt le 5 janvier 1956 au numéro 24 de la rue d'Assas à Paris. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. David d'Angers est un sculpteur engagé, convaincu du rôle civil et moral de la sculpture publique. Résolument républicain, il se donna pour objectif d'élever des statues aux grands hommes et travailla inlassablement à la réalisation de cette ambition. Il parcourut l'Europe pour réunir le portrait de toutes les personnalités influentes de son siècle et fit souvent don de son travail aux commanditaires dès lors qu'il lui importait de voir réaliser sa sculpture, ce que je trouve très bien et normal. Très tôt, dès 1811, il décida d'envoyer ses premiers travaux récompensés à la ville d'Angers. La douleur et la mort d'Épaminondas, pour laquelle il reçut le premier Grand Prix qui lui permit de rejoindre l'Académie de France à Rome. Jusqu'à sa mort, il eut à cœur de faire parvenir à sa ville natale un modèle de ses principales réalisations en reconnaissance du soutien financier octroyé par la municipalité au début de sa carrière. Il incita ses héritiers à agir de même et les envois furent ainsi poursuivis par sa veuve Émilie et ses deux enfants, Robert et Hélène. Il faut dire qu'il y a un très beau musée à Angers qui réunit presque toute l'œuvre de David d'Angers et qui est vraiment un endroit à voir. Alors, ces œuvres, un monument funéraire à Fénelon, beaucoup de médailles,
Une jeune grecque, c'est très joli ça, c'est très, très néoclassique, oui. Ça, le fronton. Mais alors moi, le fronton, je trouve qu'il a quelques petits défauts. Je me permets de dire que le côté de costume Troisième République ou Deuxième République, je ne sais plus très bien, sur la gauche, et les personnages qui sont vraiment en disproportion à cause de l'espace qui se réduit, bon, ça me plaît pas trop, quoi. Allez, ça c'est très beau. Il a fait un très beau portrait de Bonaparte et en mettant en évidence toute la fougue du premier consul et du général. Et ça, c'est le portrait de Victor Hugo qui est très connu aussi. Et Gutenberg, qui était quand même un personnage extraordinaire, mais qu'il n'a pas pu. Ça ne peut pas être un portrait, c'est un portrait imaginaire, bien évidemment. À sa suite, nous avons Jean Jallet, qui est élu en 1856 à l'Académie. Jean-Louis Jallet est un sculpteur et médailleur français, né à Paris le 27 janvier 1802 et mort à Neuilly-sur-Seine le 30 mai 1866. Élève de son père, le médailleur Louis Jallet, et de Pierre Cartelier, Jean-Louis Jallet obtient le prix de Rome de sculpture en 1827 pour son bas-relief Musius Scaevola devant Porcena. Alors, je me suis renseignée parce que Musius Scaevola, je ne savais pas trop qui c'était, et c'est un jeune héros romain qui, devant son ennemi, le roi, s'est fait brûler la main pour lui prouver qu'il avait le courage et qu'il n'avait peur de rien et que les Romains allaient le vaincre. Voilà. Et du coup, le roi lui a fait grâce et l'a renvoyé dans sa patrie. Alors, c'est tout ce que j'ai sur lui, pas beaucoup. Par contre, il y a énormément d'œuvres dans des collections publiques et privées, et aussi bien à Saint-Augustin, à la Gare du Nord, les statues de Londres et de Vienne, à l'Institut de France, le portrait de Charles Nodier, au musée du Louvre, la Pudeur, le duc d'Orléans, au palais de justice, la Force et l'équité, au palais Bourbon, enfin bon, bref, énormément d'œuvres, une création très fournie. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, souvent les thèmes sont soit mythologiques, soit religieux, soit des vertus ou des vices. Enfin, ça c'est la prière, des thèmes religieux. La pudeur, une vertu, tout ceci étant sculpté avec une délicatesse un peu trop grande à mon goût, mais une habileté très grande. Et ça, c'est une très belle sculpture, je trouve, qui est une allégorie de l'art assyrien et qui là prend une force et une force et une présence beaucoup plus grande pour mon goût personnel. Hein. Je suis tout à fait subjective, là. Et là, la force et l'équité qui se trouvent justement au palais de justice et qui sont vraiment deux statues dans toute leur robustesse et leur force, très néoclassique. Lui fait suite Jean Bonacieux, Jean-Marie Bien-Aimé Bonacieux, qui est né le 18 septembre à Panissière. Il est le fils de Jeanne Vergoin et de Mathieu Bonacieux, un menuisier. Et ça, ce n'est pas la première fois que les académiciens sont des fils d'artisans très habiles, soit des menuisiers, soit des ébénistes, en tout cas des gens qui ont déjà un grand savoir manuel dont héritent leurs enfants. Son intérêt pour la sculpture se manifeste dès le plus jeune âge, notamment avec des figurines taillées en bois. C'est ainsi qu'en 1828, le curé de la commune fit entrer Bonacieux, avec l'accord de son père,
en apprentissage chez Juveton, fabricant d'ornements d'église à Lyon. En 1832, il remporte la médaille d'or du concours de fin d'année et est ainsi exempté de service militaire. En 1833, il exécute un Hyacinthe blessé par le disque d'Apollo, encore une histoire que vous connaissez sans doute tous, qui est exposé à l'exposition lyonnaise de 1833, puis au salon de 1834. Le jeune sculpteur est remarqué par Jean-François Legendre Hérald, qui l'accompagne à Paris en avril 1834. Il le recommande à David d'Angers et par la même occasion le fait entrer dans les ateliers de Denis Foyatier puis d'Auguste Dumont. Legendre Hérald eut sur sa vie une influence particulière et positive puisqu'il était complètement dévoué à son élève. Il partageait son temps, son expérience et même en cas de besoin sa bourse avec cet artiste. L'artiste dit à propos de son maître: « Bien des gens m'ont aidé, m'ont dirigé dans ma carrière. Je dois beaucoup à M. Dumont, beaucoup à M. Ingres, et je leur en suis reconnaissant. Mais tout cela est peu de choses à côté de ce que je dois à M. Legendre Hérald. C'est lui qui m'a fait ce que je suis. » C'est un bel hommage de reconnaissance et c'est d'un beau caractère. Voilà. À l'automne 1834, Bonacieux passe le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts où il est admis à la 7e place. C'est bien. Pendant son parcours aux Beaux-Arts, il étudie l'anatomie en assistant aux dissections du docteur Terrasse à Clamart. Ces observations sont source de réflexion pour Bonacieux, tel qu'il l'écrit dans son journal. En poursuivant le muscle jusqu'où il s'attache, j'étudie non seulement le mouvement qu'il produit et la limite de ce mouvement, mais encore et surtout la saillie et dépression qu'en reçoit l'extérieur. Donc, comment doit se présenter, non pas l'écorché, mais un personnage réel avec une peau et des os. En 1836, Bonacieux obtient le premier Grand Prix de Rome avec son bas-relief « La mort de Socrate », ce qui lui permet d'être pensionnaire à la Villa Médicis pendant 3 ans. Il obtient plusieurs commandes publiques et privées, dont de nombreux bustes en raison de son habileté à traiter le portrait. Parmi eux, on peut citer le buste de Lacordaire, situé à Paris, ou celui de Jeanne Hachette, visible au Jardin du Luxembourg. Malgré son enthousiasme durant ses premiers temps à Rome, Bonacieux prend rapidement du retard sur son travail, en partie à cause des nombreuses fièvres dont il souffre régulièrement. Il y avait beaucoup de tuberculose à Rome à cette époque, et ça n'épargnait pas les pensionnaires de la Villa Médicis. Il y en a beaucoup qui sont enterrés à Rome à cause de ça. À la fin de l'année 1841, le sculpteur ne loge plus à la villa, mais est contraint de s'installer en ville jusqu'en juillet 1842 pour terminer David, sa figure de dernière année. Parce qu'à l'époque, les pensionnaires devaient envoyer ce qu'on appelait l'envoi de Rome, c'est-à-dire soit une composition musicale s'il s'agissait de musiciens, soit une sculpture s'il s'agissait de sculpteurs, etc. Sous le Second Empire, Jean-Marie Bonacieux se voit confier plusieurs travaux à Paris, notamment pour le Palais du Louvre ainsi qu'à Lyon. En 1844, il réalise un groupe en bronze pour la Fontaine Saint-Jean à Lyon. La sculpture représente le baptême du Christ. Elle est surmontée par un édicule inspiré de certains détails des maisons voisines. Entre 1860 et 1863, Bonacieux sculpte les Heures de la vie, marbre destiné à orner les salles du Palais de la Bourse de Lyon. Donc il a beaucoup sévi à Lyon. Il a participé à l'exposition universelle de 1855 et devient chevalier de la Légion d'honneur. À partir de 1860, il commence à se spécialiser dans la sculpture religieuse. Il produit alors de nombreuses statues de la Vierge qui sont souvent reproduites et éditées. En 1866, Bonacieux est élu à l'Académie des Beaux-Arts et en 1878, il reprend la sculpture monumentale.
Une rumeur circule autour du Puy-en-Velay à propos de Jean-Marie Bonacieux, concepteur de la statue Notre-Dame de France, qui surplombe la ville depuis 1860. Selon cette rumeur, il se serait suicidé du haut de la statue après avoir réalisé que l'enfant Jésus est placé sur son bras droit, contrairement aux habitudes des statuaires qui le placent sur le bras gauche. Or, c'était un choix volontaire pour permettre à Jésus de bénir la ville sans cacher le visage de sa mère. C'est magnifique quand même. Et bien pour ça, il a failli se suicider. Enfin, il a essayé de se suicider. Mais il vit quand même 32 ans plus tard, il meurt en 1892 et il est inhumé au cimetière du Montparnasse. Alors voyons un peu ses œuvres. Voilà son prix de Rome, Socrate qui boit la ciguë, enfin qui meurt. Ça, c'est Eros se coupant les ailes, un peu mièvre à mon goût, mais bon, très, très, très bien sculpté. Ça, c'est David jeune. Ça, je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'était David, mais bon. Bon, admettons que ce soit David jeune. C'était aussi une très jolie sculpture. Ça, c'est une femme drapée dans sa méditation, et qui d'ailleurs s'appelle la méditation, comme je vous l'ai dit, encore une des qualités que l'on traite volontiers à cette époque. Et voilà la Vierge qui a failli oxyre ce pauvre sculpteur, mais qu'il a finalement pardonné puisqu'il avait vécu 30 ans de plus. Et ça, c'est à Lyon, les heures de la vie, donc la vieillesse qui éplorée, la jeunesse triomphante et l'adolescence qui va s'élever, qui va se lever. Et voilà. Là, le portrait d'Ingres, ça c'est ultra célèbre. Il se trouve, je ne sais pas où il se trouve, au cimetière de Père-Lachaise. Ben, vous en savez plus que moi. Et puis, ça c'est le sage accueillant la vérité et repoussant l'erreur. Alors évidemment, l'erreur a les yeux bandés, puisque on dit que c'est l'amour qui est aveugle, mais l'erreur aussi. Bon. Elle refuse de voir. L'erreur refuse de voir, ce qui est différent de l'amour. Oui, l'amour aussi refuse de voir. Enfin bon. Par contre, la vérité n'a pas... bon, je ne ferai pas de commentaire parce que c'est idiot. Bon. Ah, voilà mon préféré. Lui succède Emmanuel Frémier. Emmanuel Frémier, pour moi, c'est un grand génie. Méconnu, ou très connu d'ailleurs, c'est pas vrai qu'il soit méconnu. Sculpteur français né à Montrouge le 6 décembre et mort à Paris le 10 septembre 1910. Non, pas la même année. Hein. Il est né à Montrouge le 6 décembre 1824. Alors, il a fait beaucoup d'œuvres monumentales. Et parallèlement à ces œuvres monumentales, commandées par l'État, il était reconnu comme un excellent sculpteur animalier. Et c'est en ça que je le trouve très intéressant, très réaliste. Emmanuel Frémier se consacra particulièrement aux statues équestres. Neveu du sculpteur Rude, donc il avait déjà vraiment... Il était à bonne école. Il fut le beau-père du musicien Gabriel Fauré. Par sa tante, l'artiste peintre Sophie Rude, il était le neveu et l'élève du sculpteur François Rude. Également le neveu du préfet de Paris, Nicolas Frochot. Donc il n'était pas, il avait quand même quelques appuis et quelques connaissances dans le monde de l'art. Voilà. Sa fille épousa le compositeur Gabriel Fauré. Sa tante Sophie Rude l'initia au dessin vers 1837. Comme plusieurs artistes d'origine modeste, Carpeaux, Dalou, Rodin, il suivit, à partir de 1848, l'enseignement gratuit de l'école de dessin de la rue de l'école de médecine à Paris,
devenue peu après l'école spéciale de dessin et de mathématiques appliquées aux arts industriels. Ouf, j'y suis arrivée. Il obtint en 1849 le 2e prix de dessin d'animaux. Ça va le déterminer. Virtuose, il ne suivit pourtant pas l'enseignement dispensé à l'école des beaux-arts et ne se présenta jamais au prix de Rome. C'est un outsider, comme on dirait aujourd'hui. Il débuta en 1840 comme lithographe scientifique en ostéologie et travailla dans l'atelier des peintres de la morgue, ce qui est moins gai, effectuant des moulages d'anatomie comparés à la demande de naturalistes et de médecins. En tout cas, ça lui a appris bien l'anatomie. En 1843, il envoya au salon une étude de gazelle, prélude à une production prolifique d'animaux au réalisme minutieux dans des attitudes simples mais remarquables. Son ourson blessé et son chien blessé furent acquis par l'État. Je crois qu'il faut que j'accélère un peu. À l'accession du pouvoir du prince-président Louis Bonaparte, il fit le portrait des chiens de Bonaparte, ce qui lui attira beaucoup de commandes et d'autres propriétaires d'animaux. Et pendant cette période, il exécuta de plus en plus de peintures d'animaux, pas de peintures, de sculptures d'animaux. Il faut dire qu'au milieu du XIXe siècle, le thème à la mode inspire Frémiet et d'autres artistes. Celui de l'affrontement entre l'homme et la bête. Et c'est là qu'il va donner son meilleur talent. Un fait divers rapporté par le journal Le Temps relatait que dans un village gabonais, un gorille égaré et furieux aurait enlevé et molesté une femme après avoir détruit des cabanes. En 1880, par ailleurs, des récits d'explorateurs remplissaient les journaux d'articles et de gravures illustrant l'attaque d'un pisteur malais par un orang-outan. Ce thème inspira à Frémiet plusieurs œuvres majeures, dont l'orang-outan étranglant un sauvage de Bornéo. Le gorille enlevant une négresse fut d'abord refusé au salon de 1859, puis présenté derrière un rideau. Nadar écrivit dans le Petit Journal pour rire « Voici, mesdames et messieurs, le fameux gorille de M. Frémiet. Il emporte dans les bois une petite dame pour la manger. M. Frémiet n'ayant pu dire à quelle sauce, le jury a choisi ce prétexte pour refuser cette œuvre intéressante. » Plus tard, 28 ans plus tard, Frémiet en proposa une nouvelle version, gorille enlevant une femme, qui reçut une médaille d'honneur au Salon de la Société des artistes français. Comme quoi, tout vient à temps à qui sait attendre. Alors, je saute un peu et je vais passer aux images parce qu'il y en a pas mal. Voilà, par exemple, c'est lui qui a réalisé cette sculpture que vous connaissez tous de Jeanne d'Arc, qui se trouve place Jeanne d'Arc à Paris, et qui est un très beau bronze doré avec, moi qui connais bien les chevaux, je peux vous dire que c'est une sculpture équestre magnifique et que j'aime énormément. Il dessinait énormément, il a fait toute une série de dessins très, très drôles sur les fables de La Fontaine, où il mettait tous les animaux en scène. Et beaucoup de dessins d'animaux, il dessinait énormément, c'était obligatoire pour faire ce qu'il faisait. Un chien, ça, les souris, très jolies, ces deux petites souris, elles sont adorables. Et puis, les chats qui méchamment mangent la souris, il avait une quantité de bronze de toutes les tailles qui se vendaient comme des petits pains. En fait, il a fini extrêmement riche, parce qu'après, il a été édité par un des grands éditeurs de bronze de l'époque, qui était... j'ai oublié son nom. Enfin, peu importe, par un éditeur de l'époque, ça va me revenir. Et moi, j'ai toujours cru que c'était Barye qui avait fait cet éléphant. Eh ben non, c'est pas Barye, c'est Frémiet. Vous le connaissez tous, puisqu'il est devant le musée d'Orsay. Et puis voilà le fameux gorille enlevant une femme qui se trouve au musée de Nantes et qui est une des sculptures qu'a le plus admiré mon compagnon et mari, Patrick Poirier, parce qu'il allait la voir au musée quand il était enfant, et il trouvait ça génial. Et moi aussi, je trouve ça génial. Regardez comme c'est bien sculpté, c'est incroyable. Mais je trouve ça inouï.
Et puis en plus, à l'époque, ça devait flatter aussi un certain esprit un peu, une espèce de fascination trouble érotico-sadique qui existe chez le personnage humain et plus spécialement masculin. Bon. Alors là, nous avons le dénicheur d'oursons qui se trouve au Jardin des Plantes. Et moi, je n'avais jamais eu la curiosité, bête que je suis. J'adorais ces sculptures, mais je ne savais pas de qui c'était. Je ne regardais même pas la signature. Et ces sculptures du Jardin des Plantes, elles sont extraordinaires. Et ça, c'est le fameux, c'est aussi au Jardin des Plantes, non pas dans le jardin, mais à l'entrée du pavillon de paléontologie, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et c'est pas le chimpanzé, comment s'appelle ce singe ? L'orang-outan, étranglant un sauvage de la forêt tropicale. Mais c'est incroyable ce truc. C'est d'une virtuosité, c'est du marbre, hein, d'une virtuosité et d'une fidélité naturaliste qui ne peut que forcer l'admiration totale. Moi, je trouve ça absolument génial. Et sans ironie, vraiment, je le dis en toute admiration. Voilà, ça c'était l'ourson. Et voilà, je me suis un peu étendue sur Frémier parce que c'est vraiment un de mes sculpteurs préférés. Alors, suit Raoul Verlet, qui est né à Angoulême et qui était le fils d'Alexandre Verlet, entrepreneur en monuments funéraires et concierge de cimetière. Bon, il était un peu prédestiné, lui, dans cette direction, le pauvre. C'est pas entièrement de sa faute. Il étudie d'abord la sculpture à Bordeaux, puis il est admis à l'école des Beaux-Arts de Paris, dont il suit pendant 4 ans l'enseignement. L'attribution d'une médaille lui vaut une bourse de sa ville natale. Encore une ville qui récompense ses artistes. Bravo. Il obtient le second prix de Rome en 1883 pour sa réalisation de la mort de Diagoras de Rhodes. Ça, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas vous renseigner, je ne sais pas qui c'est. Ses premières œuvres sont appréciées du public. Il obtient une mention honorable au Salon des artistes français pour son buste du docteur Bouillot. Je ne sais pas ce qu'il c'est non plus. En 1886, pour le tombeau de Madame Weiler, dont j'ignore aussi qui c'est. En 1887, il obtient la médaille d'argent au Salon pour La douleur d'Orphée, ça je sais qui c'est, vous aussi, achetée par la ville de Paris. Et c'est une très belle sculpture. Le choix par un jury composé de personnalités éminentes, Falguière, Antonin Mercier, Puvis de Chavannes, Léon Gérôme, Emmanuel Frémier et Jules Dalou, de son projet de monument aux enfants de Charente morts en 1870, lui apporte la consécration. L'œuvre représente la patrie vaincue, mais non abattue. Par la suite, il sera de nouveau choisi à l'issue d'un concours pour le monument aux morts à Châteauroux, inauguré le 3 octobre 1897. Il faut dire que la guerre de 70 était passée par là. Sa réputation grandissante, il répond à de nombreuses commandes de statues et monuments à Paris, Rouen, Marseille, Cognac, Louviers. Il vit alors à Louviers, dont la femme est originaire et président de la Société d'Amiens. Raoul Verlet devait continuer à s'illustrer dans tous les domaines de la sculpture, monuments aux morts, décors d'hôtels particuliers, bustes, statuettes. À partir de 1905, il enseigne à l'École nationale supérieure des beaux-arts et il est reçu membre de l'Institut en 1910. Il meurt à Cannes en 1923. Alors voilà ses œuvres. La douleur d'Orphée, moi je trouve que c'est une très belle œuvre, assez pathétique, comme il convenait à cette époque, et bien sculptée, et voilà, je l'aime beaucoup. Alors là, on tombe dans les monuments à la mémoire d'eux.
Alors, c'est un monument à la mémoire de Guy de Maupassant, qui est beaucoup plus conventionnel et comme on en trouve beaucoup dans les jardins parisiens, ce genre de monument. Ça, c'est un autre monument à Henri d'Orléans, qui se trouve, je ne sais pas où, au musée. Et ça, c'est un monument encore à Jules Massenet. Mais les musiciens étaient bien honorés, je trouve, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et nous voici en face de Paul Sicard. Pardon ? François Sicard, pardon. Paul Sicard, c'est quelqu'un d'autre, excusez-moi. François-Léon Sicard suit les cours de l'école des Beaux-Arts de Tours et obtient une bourse municipale pour étudier à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il faut que je me dépêche. Lauréat du prix de Rome en 1891 pour son relief sur le thème d'Apollon chantant au milieu de berger. Il est pensionnaire à la Villa Médicis à Rome de 92 à 95. Élu membre de l'Institut de France, président de l'Académie des Beaux-Arts en 1830, professeur aux Beaux-Arts de Paris, chevalier de la maison d'atelier de sculpture pour les élèves des femmes. Il est sculpteur attitré de Georges Clemenceau. Voilà, c'est ça surtout qui est important dans son cas. Alors, on va voir son œuvre. Donc ça, c'est une de ses œuvres de jeunesse, mais ça annonce peut-être déjà un peu, Mayol ou des gens comme ça. Ça, c'est un monument plus traditionnel, plus conventionnel à George Sand. Ça, c'est le portrait de sa femme, qui était charmante, qui avait l'air prime sautière. Et ça, c'est un très beau travail pour la Convention nationale, que je trouve beaucoup mieux que l'autre, que le fronton, qui est une espèce de tour de force quand même. Mais bon, à l'époque, il y avait quand même, la sculpture avait d'autres chemins. Enfin, bon, cette œuvre est quand même fort intéressante, avec ces personnages groupés et en action. Et voilà notre Clemenceau sur son monument à Sainte-Hermine. Je crois que c'était la patrie de Clemenceau, si je ne me trompe pas. Et voilà, le voilà devant le portrait de Clemenceau. Et devant, il avait pris les masques funéraires de Clemenceau qui ont été photographiés. Ça, ce sont les photographies de Andrés Carzet. Et ben voilà, je finis. Donc c'était Sicard. Nous arrivons à Paul Gasque, qui est né à Dijon, rue de la Gare, maison Andriot, intéressant. Il est le fils de Joseph Gasque. Il est élève à l'école des Beaux-Arts de Dijon, puis à partir de 1979 à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Lauréat du premier prix de Rome de sculpture en 1990, il devient pensionnaire à la Villa Médicis. Au Salon des artistes français, il obtient une médaille de seconde classe, une médaille de première classe et la médaille d'honneur, dans 3 années différentes. Membre de l'Académie des Beaux-Arts à partir de 1935, il est conservateur du Musée des Beaux-Arts de Dijon en 1932 jusqu'en 1943. Paul Gasque meurt en 1944 dans le 17e arrondissement de Paris. Il est inhumé au cimetière des Batignolles, puis transféré à Dijon. Alors, son œuvre, une Médée, une grande Médée, aux Tuileries, en marbre. Un héros et Léandre, moi, ça me fait penser aussi ça me fait penser aux peintures pré-raphaélites. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu des thèmes mythiques, des thèmes mythologiques, mais avec des sentiments très mélancoliques. Bon, parce que l'histoire de Héros et Léandre, c'est quand même une chose très, très triste. Et j'aime assez ce bas-relief.
je veux dire. Et puis la bonté, les éternelles vertus, évidemment. Ah, ça, c'est un monument aux morts, bon, qui est à Dijon, c'est ça? Oui. Et qui est assez moderne pour l'époque. Ah ben, j'ai fini, Gaumont. Ben, non, je suis déjà à Gaumont. Bon, je continue alors. Alors, Marcel Gaumont est né le 27 janvier 80 à Tours. Il est représentatif du mouvement Art déco. Fils d'un menuisier, encore un, menuisier ébéniste, il est envoyé à Paris pour parfaire ses études et devient élève de Louis-Ernest Barrias, François-Léon Sicard et Jules Coutan à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il obtient le premier prix de Rome en 1908. De 1909 à 1912, il devient pensionnaire à la Villa Médicis. Après son retour en France, à la fin de la Première Guerre mondiale, il se voit confier la réalisation de plusieurs monuments aux morts. Encore, malheureusement, c'était presque une fatalité à cette époque. Il expose régulièrement au Salon de la Société des artistes français à Paris, où il est récompensé par une médaille d'or en 1935. Il obtient le Grand Prix du jury en 1937 à l'occasion de l'exposition internationale de Paris pour les 4 métopes qui ornent la façade ouest du palais de Tokyo, qui pour moi est un des plus beaux vestiges architecturaux de cette période, qui est actuellement le musée d'art moderne de la ville de Paris. À partir de 1920, il collabore avec la Manufacture de Sèvres, pour laquelle il réalise plusieurs modèles. Il est promu officier de la Légion d'honneur, il est nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris et il est élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1944 et il meurt en 1962. Voici ses œuvres. Alors ça, c'est de la céramique, c'est du biscuit. Ça a été réalisé à Sèvres. Et vous voyez, le style est déjà extrêmement différent, beaucoup plus moderne que ce qu'on a pu voir avant. Ça, c'est un monument aux morts qui, lui aussi, annonce les années 30. Hein. C'est très typé d'une simplicité et dans les formes qui annoncent les années 30 et d'un néoclassicisme aussi. Ça, c'est un autre monument aux morts qu'il a réalisé. Et encore un. Et ça, voilà, à la fin de sa carrière, il a commencé à... Il est sombré, si on peut dire. Non, il n'est pas sombré. Il a fait partie du mouvement Art déco, qui est un très beau mouvement, un beau stylistique de la fin des années 30. Que vous connaissez tous naturellement, et ces méthodes se trouvent au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et puis, nous sommes en face de Jean Carton. Nous nous rapprochons dangereusement de la période présente. Il nous reste 1 minute. Oh là là, comment je vais faire? Alors, Jean Carton, je vais tout de suite passer aux œuvres. Donc c'est un sculpteur qui a été très apprécié, notamment par le président de la République, notre cher président Mitterrand, François Mitterrand, qui lui a acheté cette œuvre qui s'appelle Les Jumelles, qui se trouve, paraît-il, parce que je ne suis jamais allée, dans les jardins de l'Élysée. Je trouve cette œuvre assez spécial. Là, ces modèles sont toujours la plupart du temps des corps humains et plus spécifiquement féminins. Ça, c'est le portrait de sa femme que j'ai eu l'occasion de les croiser à plusieurs reprises parce que c'était des amis, de grands amis de mon professeur Louis Didron, qui enseignait alors aux Arts déco et qui était mon maître. Voilà, un beau nu encore, un nu à la toilette, et une femme qui s'appelle l'Offrande, mais on voit qu'elle offre
elle offre sa progéniture, enfin, sa future création à nous ou à l'homme qu'elle aime, je ne sais pas. Arrive Gérard Lanvin. Alors Gérard Lanvin, je ne vais pas aller trop vite parce que j'adore Gérard Lanvin. C'est à lui que j'ai succédé et je trouve que c'est un personnage formidable, très peu connu, parce qu'il a, d'abord parce que c'était une personnalité extrêmement modeste, mais qui a été remarquable parce que ça a été un grand résistant. Il est rentré en résistance à 18 ans, il s'est planqué dans le maquis pour échapper aux travaux obligatoires, et pour ne pas être envoyé en Allemagne. Ensuite, il est revenu, il s'est engagé dès que, à la Libération, il a rejoint les troupes de la France du Sud et il a sauvé sa compagnie et il a eu la croix de guerre, la croix de guerre à titre militaire à 21 ans. C'est quand même, il faut le faire ça, hein, c'était pas n'importe qui. Et il était extrêmement modeste, il était d'une famille très fortunée, ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de vendre, ou très peu. Et après la mort de sa fille, sa dernière fille qu'il adorait, il s'est retiré beaucoup du monde et il s'est enfermé dans son atelier. Et son atelier est tout à fait remarquable. Et je vais vous faire visiter son atelier parce que je trouve que c'est un endroit extraordinaire. Son atelier était dans... Je laisse le silence. C'est comme s'il était parti la veille. Tout est resté entièrement dans cet atelier. Toutes ces esquisses, tous ces ratages, tous ces collages. Et il est sur 3 étages. Et moi, j'ai été éblouie en rentrant par la lumière. Parce que c'est une intense lumière blanche qui vous assaille dès l'entrée. Voilà, je vais passer un peu parce que voilà, quelques-unes de ces œuvres en bronze, voilà, qui sont assez post-Rodin, disons, quand même. Quoiqu'il ait été il est connu beaucoup des artistes de son temps, dont Germaine Richier, qu'il estimait énormément. Alors, nous arrivons à Anne Poirier et Patrick. Alors, j'ai trouvé une petite biographie d'Anne Poirier avant qu'elle ne rencontre son cher et tendre. Le 31 mars 1941, vint au monde à Marseille une petite fille toute blonde et ronde à qui l'on donna le prénom d'Anne en souvenir de sa grand-mère Anna. Les fées vinrent se pencher sur son berceau pour lui prodiguer leurs soins, leurs dons, qu'elle accepta avec reconnaissance. Anne était une petite fille indisciplinée et turbulente qui ne rêvait que plaies et bosses et ne jouait qu'avec des garçons. Ses héros favoris étaient des pirates, des aventuriers, des explorateurs dont elle lisait les exploits dans Spirou ou dans Tintin, revue illustrée publiée à cette époque. Elle allait dans une école pour jeunes filles catholiques, apostoliques et bien élevées. À la récréation, alors que ses petites compagnes sortaient leurs poupées et leurs cordes à sauter, pour se livrer aux honnêtes divertissements de leur âge, Anne sortait son pistolet, amorce à 6 coups et galopait dans la cour en se racontant des histoires de cow-boys et de gangsters, chose formellement interdite par le règlement. Pourtant, les religieuses ne leur envoyèrent jamais de cette respectable institution, car grâce à la générosité des fées, elle était aussi une très bonne élève. Souvent, le père d'Anne l'emmenait se promener dans le port de Marseille, où il travaillait. Parfois, il prenait un remorqueur ou une vedette et faisait le tour des bassins. Anne adorait son père, adorait les docks et les dockers, les immenses grues dont la plus grosse s'appelait Goliath, les grands bateaux, les marchandises amoncelées et les voyageurs qui débarquaient d'Afrique en vêtements bigarrés. Pourtant, à 19 ans, elle quitta sa mère, son père et le grand port
pour monter à Paris, tenter la grande aventure de l'art. Il faut dire qu'entre-temps, elle était tombée amoureuse de Vincent van Gogh, de Pablo Picasso et de Nicolas Poussin. Et c'est un jour où elle était allée au Louvre pour voir son cher Nicolas qu'elle rencontra un garçon blond qui ressemblait beaucoup à un berger d'Arcadie. Lui aussi grand admirateur de Nicolas. Patrick, c'était son nom, invita Anne chez lui prendre le thé pour continuer leur conversation. Et Anne accepta en toute innocence. Ils n'en ressortirent, poussés par la faim, que 8 jours plus tard, et pendant 60 ans ne se quittèrent presque plus. Alors maintenant, j'appelle mon alter ego. Et je ne sais pas si j'ai encore le temps de présenter notre travail. Oui. Alors, on va aller vite. Hein. On va faire ça très, très vite. Donc, on se rencontre en 65-66. On présente le Rhum en 67. On a le bonheur de la voir. Et on arrive à Rome, où on est évidemment très impressionné par la Villa Médicis et par l'Antiquité, par la statuaire, surtout par les fragments et par les ruines. À la Villa, on fait un premier travail sur les fragments et sur les stèles qui marquent, qui sont parsemées dans tous les jardins de la Villa Médicis. On en fait les moulages en papier et en même temps qu'on écrit des petits livres qu'on appelle nos journaux d'archéologues, où on consigne, où on herborise et où on consigne nos modestes réflexions sur la vie, l'œuvre de Dieu et de la nature. Voilà. Alors, il faut dire que, en fait, on a eu une idée qui était finalement qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui. On devait aller au Japon parce qu'on avait été invité à participer au pavillon français à l'exposition universelle d'Osaka. Et donc, comme Anne s'appelait Poirier, il fallait changer les passeports. Et moi, j'avais un vieux passeport qui périmé. Donc, et à l'époque, il fallait écrire les professions. Et on s'est dit, artiste, tout ça, qu'est-ce qu'on veut mettre, c'est idiot. Et donc Anne est devenue architecte et moi archéologue. Et grâce à ça, on a pu aller passer des mois entiers dans des sites archéologiques qui étaient absolument interdits au public, souvent seuls. Et c'est la façon dont on a pu s'imprégner vraiment de Rome complètement, d'une manière vraiment unique, parce que maintenant, ça serait impossible. Et en plus, ça nous permettait de pouvoir faire des empreintes avec ce papier Japon, parce que ce qu'on voulait donner, exprimer, c'était une espèce de fragilité du monde. Et voilà, donc notre travail, c'est vraiment décidé à cette période-là. Alors, je dois dire aussi que notre travail est quelquefois difficile à suivre parce qu'on utilise des tas de moyens d'expression différents. On n'aime pas se figer à un mode d'expression. C'est pourquoi on fait aussi bien des travaux pseudo-archéologiques, des travaux pseudo-archéologiques, pseudo-architecturaux, qu'on fait beaucoup de photos, on fait beaucoup de dessins, on relève des plans, on fait donc vous allez voir des choses très différentes visuellement, mais qui sont toujours autour du même thème, celui de la fragilité, de la nature, de la culture, de la mémoire et des êtres. Donc ça, c'est des photos qu'on prend quand on est en voyage. Ça, ce sont des photos qu'on avait prises dans la ville d'Apamé, parce qu'on a beaucoup voyagé ensemble avec Patrick. On a passé on a fait... C'était tellement merveilleux. On allait dans tous ces sites qui étaient déserts, où il y avait très peu de monde. Et dans les années où le tourisme de masse n'était pas encore vraiment confirmé. Donc les photos, après on les retravaille. Celles-là, c'est le site d'Apamé. Et elles sont en noir et blanc et ensuite repeintes. Ça, non, ça c'est pas intéressant. C'était moi à Ostia. Alors,
un des premiers travaux qu'on ait réalisés à Rome, c'est à partir d'une ville qu'on a adorée, d'une ville en ruine qui s'appelle Oceantica, qui était l'ancien port de Rome, dans lequel on a passé des mois à arpenter, à recueillir les herbiers, à recueillir les plants, et on a ramené tout ça chez nous, dans notre atelier. Et après un certain temps, nous est venu le désir de faire une grande maquette de cette ville, une grande construction, de recréer notre promenade. Et on a reconstruit la ville avec des toutes petites briques, des millions de petites briques. Ça nous a pris très longtemps. Et ça fait 6 mètres sur 12 mètres. Hein, L'idée qu'on avait, c'était surtout de ne pas utiliser un mètre ou quelque chose quand on était sur place. Donc on a relevé le plan d'Ostia uniquement avec des pas, de manière à ce qu'on s'imprègne vraiment de la ville. Et en même temps, on faisait des empreintes. On a fait des empreintes de murs très grands, des empreintes de sol, de mosaïques. On a fait beaucoup de photos et on a travaillé avec les archéologues, dont un qui se travaillait sur les fresques. On a décroché des fresques avec lui. C'est-à-dire qu'on a appris vraiment une technique qui nous a beaucoup aidé après dans le reste de nos travaux. Alors je vais un peu accélérer parce que... Alors ensuite on est allé dans un autre site qui nous a beaucoup inspiré à Rome, qui s'appelait la Domus Aurea, qui était l'ancien palais de Néron, qui était l'inverse d'Ostia, qui était totalement enterré et sombre. Et à partir de l'idée du noir, du feu, du souterrain, on a créé une série de ruines noires qui étaient présentées dans l'obscurité et qui chacune renvoyait à un mythe. Ainsi, celle-là, ça s'appelle la grande bibliothèque. Ça renvoie au mythe de la bibliothèque d'Alexandrie. Pardon ? Ah, pardon. Voilà, excusez-moi. Donc ça renvoyait au mythe de la... Et on imaginait qu'un peuple avait pris possession de tout le savoir du monde, et le contenait dans cette espèce de bibliothèque-musée idéal. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce musée prend feu. Et l'image du musée et de la bibliothèque revient périodiquement dans notre travail comme métaphore de la mémoire. Il faut dire que la Domus Aurea, à l'époque, était fermée au public et elle n'avait pas du tout été restaurée. L'eau tombait, on entendait, et il y avait très très peu de lumière. Donc pour visiter ce site, on avait acheté des grandes torches qui servaient à des processions religieuses. Et on se promenait avec ces torches, ce qui était quand même assez beau. Et donc, après avoir séjourné, on a vraiment eu envie de restituer quelque chose, mais qui n'était pas du tout une copie. Ça correspondait plus à ce qu'on avait dans la tête, comme justement une bibliothèque qui disparaît, une ville qui disparaît. Et on a décidé de prendre un matériau qui exprime le noir le mieux possible. Et on a travaillé avec des fusains, parce que le fusain avait déjà une petite taille, on pouvait couper, ça faisait des briques. Et en même temps, c'est un noir qui a une espèce d'éclat. Et voilà. qui vient du feu aussi, il y avait l'idée du feu. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser qu'on était en fait des paysagistes. Peut-être un peu sculpteurs, mais surtout paysagistes. Oui, et donc il y a eu toute une série de ces maquettes noires. Et ce travail nous a pris plusieurs années parce que chaque fois c'était très long à réaliser. C'est une pièce qu'on avait montrée à la Documenta de Cassel, qui était entièrement construite sur l'eau. Et ça, on a continué ça. Beaucoup plus tard, on a repris, on a fait une ville qui s'appelait Exotica, qui fait 15 mètres sur 11, et qui est une caricature de nos villes modernes, de nos villes contemporaines, et qui n'est construite qu'à base de déchets. Tout ce que vous jetez tous les jours à la poubelle, nous, on récupérait tout ça, et on en faisait des constructions. Et il y avait on y trouvait tout ce qu'on trouve dans une ville réelle, mais avec dans un désordre et un urbanisme
invraisemblable et invivable. Et c'était un peu la caricature de nos villes contemporaines. Voilà l'aéroport. Et ça, c'est une autre de ces architectures noires, mais qui se trouve où il y a des bateaux, il y a des avions, et qui est plus récente, qu'on a fait plus récemment pour l'exposition à la Villa Médicis. Et avec une phrase écrite en néon de Hermann Broch, tirée d'un livre de Hermann Broch. Alors, on regarde ça, on regarde les architectures noires, on a tout un travail qui n'est pas des ruines, mais qui sont des architectures utopiques, qui sont des espèces d'architecture idéale. Ça, c'est une ville qui s'appelle Mnémosyne, du nom de la déesse grecque de la mémoire, et qui est une espèce de musée géant idéal qui est construit sur la forme et le plan d'un cerveau. C'est-à-dire que tous les bâtiments qui y figurent ne sont pas destinés, ne répondent à aucun ordre chronologique ou comment dire, thématique, mais uniquement à des fonctions psychologiques. Par exemple, il y a un centre pour les images de la volupté, un centre pour les images de la violence, et chaque fois, ça pourrait faire des expositions ou des bibliothèques, c'est assez intéressant. Donc voilà, les musées utopiques, ça nous a beaucoup préoccupés, jusqu'à ce musée-là, qui est un musée volant, qui s'appelle Uranopolis, la ville du ciel, que nous avons construit beaucoup plus tard à Los Angeles, et qui, en fait, c'est comme une soucoupe, une espèce d'ovni, mais si on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a des tout petits trous, et si vous regardez dans ces trous, il y a 48 salles de musées dans lesquelles que vous pouvez voir à travers ces trous. Parce qu'on a mis des œilletons, vous savez, des trucs qu'on regarde pour regarder à vos portes pour savoir qui arrive chez vous. Et ça nous a permis de donner cette impression de profondeur. Voilà, un couloir de ce musée. Et alors ça, à propos de Mnémosyne, justement, moi j'aurais un peu une espèce de proposition. On aurait une proposition à faire aux académiciens, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questions qui se posent autour du musée du futur, et on pensait que peut-être ça serait intéressant, puisque toutes les sections représentent quelque chose, l'architecture, la peinture, la sculpture, la gravure, le cinéma, la musique, tout. On pourrait tous travailler autour de ce sujet un jour, essayer de dégager quelque chose qui serait peut-être assez important, parce que finalement c'est une question que tout le monde se pose individuellement, mais là on pourrait essayer de faire quelque chose en commun. Voilà. Alors là nous sommes en face, nous avons été invités à la Biennale de Busan en Corée, et la Corée c'est un pays assez terrifiant où les architectures poussent à une vitesse prodigieuse, ils sont en train de dévorer toute la civilisation, et elles ont toutes des noms comme Paradise Now, je ne sais pas, des noms très, très alléchants, et nous avons fait une ville qui est enfermée elle fait 8 mètres sur 8, dans une boîte qui est entièrement en miroir. Ce qui fait qu'elle se répercute à l'infini, et elle s'appelle Dream City. Mais ce n'est pas du tout un dream, ce n'est pas du tout un rêve, pour moi c'est un vrai cauchemar. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier séjour pendant une semaine, où on a été voir tous les promoteurs et tous les architectes du coin, en leur demandant s'ils avaient des maquettes de leurs projets et s'ils pouvaient nous les prêter. Et on a fait cette ville à partir de toutes ces choses qui allaient peut-être exister et qui n'existent pas parce que c'était resté en état de projet. Et en même temps, on visitait tous les appartements témoins, donc ce qui nous a formé la tête, le cerveau, de manière à faire quelque chose d'absolument invivable, mais invivable à partir de bâtiments qui existent.
Alors, nous avons fait aussi pas mal de travaux purement sculpturaux qui se trouvent à l'extérieur. À toute une époque, on a travaillé sur la mythologie et spécialement sur le mythe de Jupiter et les géants, du combat entre les dieux et les géants. Et ça, c'est le premier épisode qu'on a construit, c'était en Italie. On l'a disposé au fond d'un ravin, d'une cascade. Et c'est l'histoire d'Éphialtès, le géant qui a été tué par la flèche d'Apollon dans l'œil. Il a reçu une flèche dans l'œil. Et donc, on a fait plusieurs épisodes de ce combat entre les dieux et les géants, parce que pour nous, c'est un peu une métaphore du combat entre la rationalité et l'irrationnel et le rationnel, des forces qui se combattent à l'intérieur de notre psyché. Ça, c'est un autre géant qui s'appelle Encélade, qui a été enseveli par Athéna sous l'île de la Sicile. Alors là, on l'a installé d'une manière définitive sur la terrasse du musée Picasso à Antibes, et on est très content parce qu'il est au bord de la Méditerranée. Moi, la Méditerranée, c'est ma mère. Ma mère dans les deux sens. Autre travail extérieur, aussi dans le gigantisme, c'est une énorme colonne, comme si elle faisait partie de ce combat à échelle surhumaine, et elle est tombée. Et la partie debout, encore debout de la colonne, mesure 15 mètres de haut. Et voyez, je donne l'échelle. C'est une très grande pièce. Chaque tronçon fait 5 mètres de haut, donc c'est très grand. Il n'y a qu'à voir, il y a un tout petit personnage à côté. Ça vous donne l'échelle de... Et quand on passe en dessous, sous la colonne elle-même, on n'a pas du tout envie de rester non, à côté. c'est assez angoissant. Et quand on l'installait, c'était avec 2 grues énormes. L'autoroute existait à peine, enfin elle existait, et il y a un camion qui est passé, il s'est arrêté, il a traversé le champ pour venir dire « Faites gaffe parce que c'est en train de tomber ». C'est vrai en plus. C'est du béton mélangé avec de la poussière de marbre et du métal. Et après, c'est poli. C'est dans le Massif central, entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Près de Thiers. On aime beaucoup les jardins et on a fait pas mal de choses dans des jardins qui sont plutôt comme un mobilier de jardin. Ça se trouve en Italie du Nord. Près de Alba. Près de Alba, chez des particuliers qui nous ont demandé de leur faire des abris. Enfin, c'est pas petit quand même parce que... Ça fait 8 mètres de haut. Ça fait quand même 8 mètres de haut. Alors, l'été, on peut y mettre... L'été, c'est recouvert, voilà, c'est ce que ça devient l'été. En fait, ça sert d'appui à de la végétation et ça transforme l'endroit en abri frais pour toutes sortes de moments agréables de la journée. Voilà. Bon, alors, dans les jardins, on est arrivé la première fois, on est arrivé à faire une vraie architecture. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire le projet d'un cimetière. Enfin, c'était plutôt un hasard. Hein. C'était un hasard, mais bon. Au cours d'un dîner, il y avait quelqu'un qui était là et qui a dit il faut que je fasse un cimetière dans mon pays. C'était à côté de Milan. Et nous, on l'a regardé, on a dit ben nous. Et on est allé le lendemain à la mairie parce qu'il était maire de cette petite ville. Il nous a montré le projet qu'ils avaient fait à la mairie avec une règle et un compas. Et, qui était assez terrifiant parce que c'était que des lignes droites, des choses très sèches. Et nous, on a dit bah, écoute, emmène-nous sur l'endroit. On a trouvé une feuille de chêne. On a pris la feuille de chêne et on a essayé de la placer dans l'endroit qui était quand même très géométrique.
Et cette forme est sortie. Ce qu'on ne voulait pas, c'est avoir des lignes droites, parce que toutes les tombes en Italie, vous savez, Vous savez, c'est des loculi, comme des armoires. Et là, ce qu'on voulait, c'était justement éviter cette dureté. Et en fait, c'est le mur d'enceinte qui dessine la feuille, où sont placés tous ces endroits. Et le portail d'entrée est un bâtiment. Voilà le plan du portail d'entrée qui, à droite ou à gauche, je ne sais plus exactement. Par rapport à vous, je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. Ça a une forme un peu de bateau. Et c'est la chapelle. C'est une chapelle qui a la forme d'un bateau renversé. Voilà, on a la maquette du cimetière où il y a énormément de végétation et où on a créé, parce que cet endroit est totalement plat, on a créé des collines de manière à ce que quand on rentre, on ne voit pas tout de suite la minéralité, mais on voit d'abord la nature. En fait, c'est un jardin, et les collines évitent de voir tout de suite. Bon, ça fait rien. J'avais mis une... Bon. Alors, autre aspect de notre travail, le dessin. On dessine assez souvent, pas mal, mais par période. Et pendant la pandémie, on s'est remis au dessin figuratif qu'on avait abandonné depuis je ne sais pas combien de temps. Et comme on a quelques livres de chevet, dont l'un d'eux étant Dante, la Divine Comédie, on a décidé de faire toute une série de dessins sur l'enfer de Dante. Et on a fait un dessin qui fait 30 mètres de long sur 1 mètre de hauteur, ou 1,50 mètre, je ne sais plus très bien, et qui se déroule sur 30 mètres, et il faut suivre le dessin comme une espèce de promenade où on rencontre les différents lieux et les différents monstres de l'enfer. Il y a les dates, parce que c'était tous les jours. Alors on nous avait dit qu'il ne fallait pas travailler l'un à côté de l'autre, donc moi je travaillais le matin et Anne l'après-midi. Et on continuait comme ça, et on a commencé 3 jours après le début de la pandémie, et c'est vraiment daté avec les heures, etc. Donc c'est un espèce de journal en même temps. Oui, c'est un journal, une espèce de journal. Ça, c'est un autre exemple On vient de faire, il n'y a pas longtemps, un livre avec une société de bibliophiles qui s'appelle les Francs Bibliophiles, et qui demande chaque année à un artiste de choisir un texte et de l'illustrer. Et nous avons choisi la Théogonie d'Hésiode, qui est aussi un autre livre qui nous suit depuis très longtemps, qu'on aime énormément. Et donc on a fait quelques images sur les épisodes de cette Théogonie. Mais bon, là, c'est présenté comme on peut, parce qu'en fait, c'est un livre qui se déplie, qui se replie, qui est assez compliqué. C'est un livre-objet, en fait. Donc ça, c'est une chose qu'on a fait l'année dernière. Voilà, quelques images. Les enfants de la nuit. Et maintenant, des travaux sur lesquels on travaille. En ce moment, on travaille sur la chapelle palatine du palais du Thau de Reims, qui était le palais où vivait l'archevêque et où étaient reçus les rois de France quand ils venaient se faire couronner dans la cathédrale. Et cette chapelle a été détruite pendant la guerre de 14. Elle a été restaurée, reconstruite, mais les vitraux étaient toujours... il n'y avait pas de vitraux. Et on nous a demandé de faire un projet. Donc, et il faut dire que Patrick avait fait une école de vitrail avant de faire les arts déco, et qui connaît très bien la technique du vitrail. Donc alors, en fait, quand on est arrivé à Reims, on connaissait tous la cathédrale, mais on n'avait vraiment jamais regardé vraiment précisément. Et quand on arrive à la cathédrale, toute la base, sur 1,50 m, est une grande frise sculptée d'un rideau. Et sur cette frise sont placées les sculptures, les anges, etc. Et donc ça nous a donné une première information.
Et après, à l'intérieur du Palais du Tau, tous les murs sont couverts de tapisseries qui sont souples, et vraiment tous les personnages religieux avec des grandes toges, etc., des grands vêtements. Donc tout de suite, on a eu envie, en plus cette chapelle est très froide, en plus avec ses vitraux blancs actuellement, donc on a eu envie de lui redonner une espèce d'intimité, et on s'est dit, voilà, on va la renfermer avec des rideaux, de manière à lui redonner un petit peu une âme. Et donc on est en train de travailler dessus. Et tout ça, c'est peint, parce qu'en fait, techniquement, à la Renaissance, les vitraux étaient toujours peints, très peints, parce que tous les visages, les vêtements, tout ça, étaient représentés par cette technique de la grisaille. Mais ça a été abandonné très vite, autour de 1900. Après, les artistes ont beaucoup plus privilégié la couleur des verres. Et notre idée a été, au contraire, de remettre en route cette technique de la peinture à la grisaille, ce qui est très long, mais voilà, tout notre travail va être autour de ça. Voilà, alors on vous recommande d'aller voir cette œuvre quand elle sera terminée. Et voilà, les dernières images vous montrent une autre commande qu'on a eue, qui est un monument à la mémoire de Jean Zay. Vous savez tous qui est Jean Zay. Et c'était très difficile. Nous avons rencontré ces filles qui nous ont vraiment convaincus. Ce sont des femmes, surtout l'une d'elles, une femme extraordinaire, qui se bat pour la mémoire de son père. Et Jean Zay, dans sa prison, parce qu'il a été prisonnier pendant toute la guerre, écrivait son journal, écrivait des notes, etc. Et nous avons repris certains textes qu'il avait écrits, avons fait une très grande table qui fait 30 mètres de long et entourée de sièges. Et c'est disposé dans un jardin public et les gens peuvent s'asseoir, peuvent pique-niquer, venir travailler, mettre leur ordinateur dessus et en même temps, ils peuvent lire les phrases de Jean Zay qui sont gravées dans ce marbre noir. Et voilà. C'est à Orléans. C'est à Orléans. Parce que Jean Zay était, vous le savez, un grand résistant et qui a été assassiné à la fin de la guerre, alors qu'il aurait dû être délivré. On l'a conduit dans un bois et on l'a fusillé. Des faux policiers. Voilà. Merci de votre patience. Je crois qu'on a un peu dépassé le temps, je suis désolée. Je crois que malheureusement, on n'aura pas vraiment le temps de commencer des questions parce qu'avec vous deux, il y aurait tellement de milliers de réponses possibles et on a déjà dépassé le temps. Mais vraiment, un grand bravo, vous êtes simplement épatants. Merci. Non, mais il faut qu'on arrête là. C'est bien ton camailleux, là. Ah, ben, je fais exprès, hein, c'est très étudié. J'étudie, hein.